Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Pascal Fioretto pour son livre Le petit abécédaire de l'apocalypse heureuse aux éditions Hériodos. Bonjour Pascal Fioretto. Bonjour. Alors, merci de m'accueillir. Non, mais écoutez, moi, je vous accueille, mais franchement, vous êtes un dangereux. Vous heureusement, pas dans la woke et dans la cancel culture, pas du tout. Et je rappelle, je le dis parce qu'on en a parlé avec Pascal Fioretto juste avant de prendre l'antenne. Pascal Fioretto fait partie d'un groupe qui était un des groupes phares des années 90. Alors, je ne parle pas de temps pour les moins de 20 ans, bien sûr, qui s'appelait Jalon. Et nous avons au souvenir ensemble, j'avais une émission qui s'appelait Français si vous parliez sur France 3. Et j'ai le souvenir d'un 1er avril extraordinaire que nous avons fait avec l'équipe de Jalon, dans lequel Pascal Fioretto, qui s'appelait... Le docteur Sam Bloch. Voilà, docteur Saint-Bloch. Alors, il y avait Basile de Kock, il y avait Desiderata. Il y avait le vicomte depuis peu. Il y avait le vicomte depuis peu. Il y avait tous ces gens-là. Et c'était tellement drôle aujourd'hui, où l'humour devient de plus en plus sulfureux et dangereux. Dangereux. Bientôt, il va y avoir une proposition de loi contre l'humour. Et vous venez d'écrire ce petit abécédaire de l'apocalypse heureuse aux éditions Hérodios. Et alors, je vais vous dire... Non seulement ça m'a fait marrer, mais je me suis dit, Pascal Fioretto, on va le recevoir avant qu'il soit enfermé, ou en tout cas poursuivi, ou en tout cas mis en examen, ou en tout cas, etc. Parce que il ose dire qu'il y a du bon dans ce qui se passe. Que oui, la fin du monde, le changement climatique, les collapsologues, les survivalistes, la pandémie, tout ce qu'on a vécu et qu'on vit encore... Tout ça, il décrit effectivement, et de façon très 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 drôle, que deviennent soit les bobos, soit les gens qui veulent effectivement changer de vie, vivre à la campagne, et toujours en attendant la fin. L'horizon indépassable, bien sûr, c'est la fin. Oui. Mais en attendant, eh bien, vivons pour le mieux en attendant la fin. Alors, c'est quoi votre enseignement, cher gourou? Moi, je dis que pendant que la maison brûle, vous connaissez le refrain, eh bien, on pourrait regarder ailleurs. Pourquoi pas? On pourrait regarder, par exemple, que l'effondrement peut être constructif, les genres pourraient être plus fluides et le deviennent d'ailleurs, chère madame, et etc. Oui. Enfin, vous voyez, il se passe plein de choses. Oui. mais alors justement. Oui, alors comment? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors vous dites oui, d'accord. Parce que nous, ce qu'on voit, regardez la guerre Russie-Ukraine, il y a eu le Covid, il y a eu non mais c'est l'inflation, on voit les prix partout de l'électricité, des aliments, tout ça. On devient quoi là-dedans? Et vous vous dites non, vous allez voir, il y a des manières de s'en sortir très bien. Déjà, pour moi, la manière de s'en sortir le mieux, c'est d'essayer d'en rire. Je pense que si on arrive à en rire, voire ou en sourire au moins, on a déjà fait un grand pas. Mais plus sérieusement, face à cette ambiance catastrophiste dans laquelle on baigne, il y a plusieurs solutions. Il y a la fuite. Nous, c'est celle qu'on a prise comme solution. On s'est réfugié. Vous avez quitté Paris, vous? Nous, on a quitté Paris, mais on n'a pas été les seuls sur les routes de l'exil. Certes. On a fait monter les prix. Enfin, alors, en l'occurrence, nous, on n'a pas fait monter les prix dans les petites villes de province, mais on a plutôt été dans ce qu'on appelle la diagonale du vide. Vous savez, c'est cette bande de territoire qui est loin de tout. On est à une journée de tracteur de la première maternité. On est vraiment à Vous êtes où, si c'est pas indiscret? Au fin fond de la Seine-et-Marne, mais on va pas stigmatiser encore un peu plus ces endroits qui sont déjà regardés de haut par les technocrates. Voilà, non, surtout pas. Et donc voilà, on a pris la tangente. Et donc alors on peut, c'est ça, quitter les grandes villes, enfin quand on peut, bien sûr. Vous avez vu le bilan que j'en dresse, c'est-à-dire qu'il faut d'abord passer par les fourches codines d'une agence qui va vous proposer du rural atypique. Donc rural atypique, c'est quand il y a une camionnette, la camionnette du boucher passe, c'est quand il y a un coupeur de feu dans le coin, c'est, vous voyez, quand les enfants n'ont que 2 heures de bus à faire pour aller à l'école. Voilà, c'est ce genre de... C'est le rural atypique. Le rural atypique, voilà, parce qu'il y a quand même tout un marché qui s'est développé autour de ces urbains, dans mon genre, qui rêvent d'aller voir la fin du monde ailleurs qu'à Paris. Parce qu'il paraît qu'à Paris, elle va être très bien. Je crois que c'est Deux Coufflets qui a été à qui on a confié la scénographie des pluies de sauterelles, de la fin. Mais
on s'est dit quand même qu'à la campagne, ça aurait peut-être un peu plus de charme. D'autant que chez nous, elle a déjà commencé en fait l'apocalypse. Donc on a. Ah bon, comment ça? Elle est lente. C'est cette France dont on parle en fait qui. Alors ce que Cette France dite périphérique. Oui, c'est ça, voilà. Oui, Ouais, oui. Alors il y a plusieurs termes. Les esthètes disent la France moche. Les élus locaux disent la France urbaine, etc. Enfin bon, il y a des tas de termes, mais vous voyez à peu près Mais ce que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est vous parlez beaucoup de ce côté mode et qu'est-ce qu'on va choisir, et comment on va s'habiller et qu'est-ce qu'on va manger, etc., etc. J'aimerais que vous disiez justement ces voix, voilà. On a des interstices par rapport au mur de l'Apocalypse dans lequel on peut peut-être s'en sortir, en tout cas se glisser et s'évader. Alors il y a deux grandes écoles face à l'Apocalypse. Il y a les survivalistes. On a un voisin comme ça, donc il a un groupe électrogène qui est toujours en préchauffe. Il a un bunker dans lequel il a les provisions de base, etc. Et il fait des tours de quad autour de ses réserves de. La fin du monde arrive. Voilà, je suis prêt. Bunker, C'est ça, je suis prêt. J'ai mon filtre à eau, etc. Et puis on a l'autre aussi. On a aussi ça. C'est plutôt le collapsologue. Voilà. Alors c'est quoi le collapsologue? Le collapsologue. Alors déjà c'est quelqu'un qui allait chercher un mot anglais, puisque collapse, sauf erreur, à moins que dans la nouvelle version du dictionnaire ça soit rentré et à notre insu, parce qu'il y a eu plein d'autres entrées. On est globiche. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, alors, ils sont plutôt du genre à chiller, pour employer un nouveau mot qui est rentré dans le dictionnaire. To chill. Voilà. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'ils font alors? Eux, ils disent que c'est une formidable opportunité de tous se retrouver, qu'il va y avoir un grand, pour parler encore globish, un grand reset, un grand reboot. Ça, c'est Monsieur Klaus Schwab. Notre gourou à tous. C'est ça, qui a écrit le grand reset, la grande réinitialisation. C'est ça. Ou alors, dans le genre plus doux et avec une planche à roulettes, Pablo Servigne, qui est un peu le pape des collapsologues, des gentils collapsologues. Donc eux, c'est l'école. Alors ils disent quoi, eux? Qu'est-ce qu'ils Alors eux, ils disent prenez un âne, parce qu'on va sûrement redevenir un âne et une roulotte, parce qu'on va sûrement redevenir nomade. Ensuite, on va tous s'aimer Pachamama. Donc Pachamama, c'est le petit nom. Si vous n'achetez pas votre boulgour à la Biocop, je vous le dis. Ah oui, oui, je ne connais pas. Pachamama, c'est le petit nom de la terre. Alors donc j'ai regardé les photos, elle a une poitrine généreuse, donc je pense qu'on sera tous très bien accueillis quand Pachamama, si Pachamama nous pardonne. On sera à l'été en tout cas. Voilà, on sera à l'été. Si elle nous pardonne. Et donc elles disent quand Pachamama nous aura fini de nous punir, eh bien vous allez voir, elle va fleurir et on s'aimera tous, mais quand même il nous conseille d'accueillir des urbains qui auront fui les grandes villes, puisqu'il y aura des coupures de réseau, il y aura des coupures de tout, hein. Même Internet, tout mais ça. Oui, mais Netflix, on n'aura même plus Netflix, vous vous rendez compte? Je vous assure. Ah non, rassurez-moi. Non mais là je m'évanouis sur place, on n'aura plus Netflix. Il y aura des pleurs et des grincements dedans, donc vous imaginez les soirées. Bref, ils disent qu'une fois que tout ça aura eu lieu, eh bien on se retrouvera dans la joie, dans la paix, et un petit peu, vous voyez, l'Ardèche dans les années 70-75. Oui, parce que ce qui est intéressant, d'ailleurs, vous en parlez dans votre livre, on a l'impression, quelque part, d'une espèce de retour vers le futur, ou de futur vers le retour des années 70. Vous savez, les hippies qui partaient, etc. Oui. Quoi. Côté collapsologue, c'est ça. Côté survivaliste, c'est plutôt Mad Max. Donc il y a les deux écoles. Et alors nous, on est un peu indécis. On n'avez pas encore choisi votre camp? Non, on n'a pas choisi notre camp encore. Mais on va en parler après cette petite pause. On en parle tout de suite. Pascal Fioretto, si vous voulez rire avant la fin, lisez le petit abécédaire de l'Apocalypse. Heureuse, je le précise. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite et vous pouvez participer à l'émission en appelant au 0826 300 300. On attend vos appels pour interpeller Pascal Fioretto et son livre Le petit abécédaire de l'Apocalypse heureuse. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous vous demandez à quelle sauce vous allez être mangé. Vous vous demandez à quel feu vous allez brûler. Vous vous demandez à quel céréale vous allez être empoisonné, le céréal killer. Eh bien, en attendant, lisez le livre de Pascal Fioretto, Petit abécédaire de l'Apocalypse heureuse. Et oui, elle peut être heureuse avec, je le dis, ce livre très marrant, avec de merveilleux dessins de l'illustrateur, affichiste, graphiste, Stéphane Trappier. Vraiment des dessins absolument magnifiques et drôles. Alors,
justement, on parlait, alors, le professeur Fioretto va nous donner quand même quelques recettes, puisqu'il en donne beaucoup dans son bouquin. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour manger? Et puis, alors, je voudrais savoir, avant, qu'est-ce que je fais pour me genrer ou pour me dégenrer? Parce que on est en plein dedans, on en a parlé dans la première partie de l'émission. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, on devient fluide. Hein, on arrête de camper. C'est pas parce qu'on voit dans un vestiaire de foot un camarade sous la douche qu'il faut en conclure que c'est un homme. Il peut très bien se sentir femme. Oui. Donc il faut accepter cette fluidité-là. Il faut accepter que ce camarade rugbyman que je vois sous la douche, en fait, peut être une femme aimante. C'est ça. Il veut qu'on lui dise bonjour madame. C'est ça. Il faut et c'est son droit. Vous voulez dire. Oui, et c'est ça. C'est son droit. C'est son nouveau droit d'ailleurs. C'est donc une des conquêtes récentes. Partout. Fluidité générale. Bon, alors ça peut poser des problèmes. Par exemple, moi qui a plutôt tendance à préférer les hommes. Oui. Ce qui est mon droit le plus strict. Mais oui, si j'étais fluide, vraiment fluide, est-ce que je ne devrais pas aimer les femmes qui se sentent hommes? Oui. À condition, bien entendu, qu'elles se sentent hommes aimant les hommes. Donc vous avez, mais si je vous traite de lesbienne, c'est mon droit et c'est le vôtre de l'accepter aussi. Voilà, c'est ça, je peux accepter ou pas. Donc, mais vous voyez que tout ça peut se mordre la queue sans, évidemment, mauvais jeu de mots. Donc c'est un peu compliqué notre nouveau monde. D'ailleurs, j'en parle du fait que maintenant pour allumer son téléphone, il faut se faire scanner la face, ou pour faire cuire un poulet, il faut parler à sa cuisinière. Donc il y a des choses qui se compliquent, mais il y a quand même du progrès. Et moi, c'est ce progrès que je veux aller chercher dans les décombres de notre... Vous voulez dire, vous voyez, il y a quand même de bonnes choses dans le progrès. Mais oui, l'effondrement peut être constructif. Mais par exemple, quand vous parlez du quinoa, du boulgour, enfin, parlons un peu des véganes, etc. Il faut l'acheter en vrac, ça c'est la première des choses. Pourquoi ? Pour éviter les emballages. Mettez-vous devant votre poubelle jaune et pensez aux poissons. Qui vont manger ça, qui ensuite vont être mangés en nuggets par vos petits-enfants, etc. Enfin, vous voyez, on est dans une chaîne interminable. Donc, pour revenir aux céréales, qui sont quand même notre aliment de base, les légumineuses, disons, en général, les lentilles, etc. Le vrac. Plus d'emballage, Donc il y a des magasins spécialisés que je me suis mis à fréquenter. Comment c'est vous les prenez comment en vrac? Alors il faut d'abord acheter des contenants. Ça c'est un peu le ticket d'entrée. Mais ils sont très jolis. Il y a vraiment de tout. Et d'ailleurs il y a des coachs en zéro waste, donc en français des aides au zéro déchet. Zéro déchet, qui vous expliquent à peu près ce qu'il faut acheter. Donc on a acheté plein de choses très très jolies. Et puis de toute façon, il suffit de voir ce que font les autres clients. En général, vous avez des pères de famille avec le gamin dans la poche ventrale de la salopette qui remplissent leur contenant de légumineuses. En quel matériau? Les contenants, alors il y a du verre, parce que ça se recycle, et aussi beaucoup de tissus, alors si possible évidemment biosourcés et équitables. D'accord, équitable, très important. Pas oublier ça, équitable. Et du point de vue, alors les relations avec les voisins, parce que quand même vous n'allez pas vivre isolé dans ce monde. Comment ça se passe? Comment ça doit se passer à votre avis? Alors dans la convivialité et le respect. Je pense que ce sont les maîtres mots. C'est-à-dire que la fête des voisins, il s'agit de la multiplier, en fait. Il ne s'agit pas de se limiter à une seule journée décidée d'en haut. Non, il faut vraiment faire de la tarte salée. Ça soit presque quotidien. Oui, pratiquement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme par exemple, parler de l'alimentation, de la bonne bouffe, etc. On fait quoi? Alors, la vraiment bonne bouffe, là, il existe des restaurants qui sont apocalypse ready, pour continuer de parler français, qui sont tout à fait prêts à l'apocalypse. Nous, par exemple, dans notre désert, moyennant une petite heure de voiture, on trouve un étoilé qui a fait Top Chef et qui, depuis qu'il est sorti de Top Chef, a repris la petite auberge familiale et qui propose des choses très simples. C'est-à-dire, il y a vraiment un retour aux racines. D'ailleurs, c'est le cas de le dire, parce qu'il sert beaucoup de racines. Oui. Et donc, par exemple, il va vous proposer des menus où tous les prix sont multiples de 40 €. Vous voyez, donc, ça fait des additions qui sont très simples à faire. Vous voulez dire que pour la modique somme de 120 €... Voilà, vous avez entrée, plat, dessert. Voilà, mais vous voyez, il n'y a pas de virgule, on est dans la simplicité. Ça va très loin, parce que les légumes sont servis en plénitude, c'est-à-dire sans les éplucher. La soupe aux choux, c'est un peu viandard comme truc. Un peu, oui. Mais
il a quand même voulu rendre hommage à sa grand-mère qui tenait l'auberge initialement, et donc il l'a réinventé. C'est une soupe qu'on inhale sous une serviette à carreaux. Et vous sentez l'odeur de la saucisse. Non, je vous assure. Je veux dire, on va dans ce restaurant, on inhale la soupe sous une serviette à carreaux comme des ortolans. Comme des ortolans sous Mitterrand. Mitterrand. C'est ça. Donc on a une serviette à carreaux et on a les légumes. Et on a la bonne odeur de la soupe aux choux. Enfin, la bonne, moi personnellement j'aime bien. Il y a des gens qui n'aiment peut-être pas, mais lui, il a voulu jouer, si vous voulez, la Madeleine. Retrouver la soupe. Voilà. Donc vous avez une évanescence une odeur de soupe aux choux de saucisse, de bonne saucisse qui a bien macéré. Écoutez, Pascal Fioretto, franchement, vous ouvrez un univers incroyable. Je sens que nos auditeurs et beaucoup de gens, tous nos résistants et résistantes vont aller s'enquérir de ce qu'on peut faire. Mais quelquefois, vous cédez quand même à je dirais un cynisme d'humour, mais de bon aloi, mais quand même. Vous écrivez par exemple dans le chapitre Manger. À force de parler des 20% de nourriture jetée à la poubelle dans un monde où 39% des adultes sont en surpoids, alors que 10% souffrent de malnutrition, on finit presque par oublier qu'en ces temps imprégnés du millénarisme, il n'y a rien de tel qu'une bonne blanquette pour se remonter le moral et penser à autre chose. Alors la blanquette, vous la réhabilitez là du coup. Oui, alors on a le droit d'avoir des petites crises, des petits manques de temps en temps, mais ça n'empêche pas de continuer d'avancer vers un futur radieux, parce que j'espère que je la fais aimer cette apocalypse qui vient, parce que moi je voudrais bien la rendre heureuse tant qu'à faire. Tant qu'à faire, c'est clair. Mais en fait, c'est un drôle de monde quand même qui s'esquisse à travers votre livre. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est-à-dire que vous parlez de tout cela, vous parlez aussi. Parlons aussi des appareils, revient à la mode, par exemple. La mode et puis les idées. C'est amusant parce que, en fait, c'est un prêt-à-penser comme il y a un prêt-à-porter aussi. Alors, c'est quoi le nouveau prêt-à-penser dans cette apocalypse heureuse de Pascal Fioretto? Alors, au dernier salon du prêt-à-penser, il y a quel stand on pourrait... Quel stand vous mettriez? Oui, on mettrait en lumière... il y en a... C'est toujours le côté évasion, autre monde, parce que la notion du monde d'après. Hein, oui, voilà, il y a le stand du monde d'après, hein, donc un monde dans lequel on a enfin trouvé le bonheur et la lumière. Mais il me semble que ce monde d'après ressemble assez au précédent monde d'après qu'on a déjà traversé, non? Oui. C'est vrai. Bon, il y a quand même cette prédiction de Marx que je cite d'ailleurs sous votre contrôle, qui est que notre société de consommation finira dans les poubelles jaunes de l'histoire. Parce que on est prêt à trier maintenant. C'est ce que vous appelez le recyclage des déchets. C'est ça. Y compris idéologique, politique, oui, voilà. Et autres. Pour arriver dans ce nouveau monde si radieux que franchement on a envie. Non, ça vous donne pas envie de le rejoindre? Moi, je vais vous dire, en tout cas, en lisant votre livre, ça me donne envie effectivement de me suicider tout de suite. Mais après, on peut y penser. Mais après avoir ri. Non, c'est ça ce qui est merveilleux. Comme Molière. Nous allons nous suicider dans le rire le plus génial. Et votre livre, encore une fois, c'est une très bonne recette pour ça. Mais je sais que vous êtes un amateur de Guy Debord et qui disait, alors vous maîtrisez beaucoup mieux que moi, mais moi, il y a une phrase que je retiens et qui me sert souvent dans mon travail d'humoriste et de pasticheur, c'est qu'il disait, dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Absolument. Et donc c'est dans tout ce faux que peut-être je tends, j'espère de manière timide et humble, un miroir de notre époque. Phrase que je cite très souvent, vous avez raison, c'est une des plus belles formules de Guy Debord. On se retrouve juste après cette petite pause. À tout de suite. Et vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300. Vous nous appelez pour interpeller Pascal Fioretto et son livre Le petit abécédaire de l'apocalypse heureuse. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et évidemment, puisque je suis avec Pascal Fioretto, le gourou de l'apocalypse heureuse, les carottes bio sont cuites, bien sûr, parce qu'on ne va pas... Alors, Pascal Fioretto, vous utilisez justement beaucoup de mots, y compris le mot globish. Vous savez, le globish, c'est cette espèce de gloubi-boulga. Alors évidemment, tout le monde parle anglais, mais non, mais quel anglais et comment? Et vous utilisez beaucoup ça dans votre livre, de manière d'ailleurs très drôle.
J'appelle ça l'anglais niveau M6 en fait, parce que c'est une espèce de manie qui consiste à, alors qu'il y a des mots français beaucoup plus efficaces, à utiliser un anglais approximatif. Et oui, et moi, alors pour me tenir à jour en ce qui concerne le vocabulaire, j'accepte les invitations de ma nièce à dîner, parce qu'elle aime bien fréquenter les boomers dans mon genre. Ouais. Alors, il est clair que c'est moi qui paye, puisque le désastre de la planète, c'est de ma faute, puisque je sais pas, il y a encore quelques années, mes diabolomantes, j'utilisais une paille. Donc, les dauphins, c'est moi. Donc, elle me fait bien sentir que je suis coupable de tout ça. Et moyennant quoi, je l'invite. Et moi, j'en profite pour prendre une cure de langage contemporain. Donc, elle me dit par exemple, si vous avez je sais pas, elle me dit que depuis qu'elle a quitté les territoires, donc les territoires, c'est l'Indre-et-Loire, c'est l'Ardèche, l'Auvergne, vous voyez, c'est ça les territoires. Depuis qu'elle a quitté les territoires, et qu'elle vit dans la mégapole, elle aime bien de temps en temps qu'on s'offre des quality moments. Quality moments, ça veut dire qualité. Oui, c'est ça. Qualité. Oui, c'est ça. Ouais. On dîne à deux. Donc, en gros, on forge du vivre ensemble. Voilà. Et transgénérationnel. Vivre ensemble. Et c'est notre façon à nous d'organiser les solidarités. Vous voyez ? Ça aussi, c'est un élément de langage que j'ai appris grâce à elle. Alors, de base, elle est plutôt dans la team vegan et moi dans la team viande. Expression, la team, vous le saurez la prochaine fois, hein, quand vous serez autour d'une table, qui est de la team Beaujolais et qui est de la team Muscadet. Et pour chacun, il estime que sa team, c'est la Dream Team. Forcément, oui, forcément. Ça, il est prêt à la défendre. Mais du coup, nos soussailles, on s'entend trop bien. Parce que ensemble, on s'est mis en capacité de générer du consentement par-delà le gap générationnel. Voilà. Et donc, je me suis amusé à rédiger un chapitre entier dans ce jargon de la langue, dans la langue actuelle. Donc, on y découvre ce qui fait problème. On y découvre aussi comment faire le job, comment rester dans le game. Comment aussi essayer d'intégrer une entreprise hybride et agile de la tech. Alors la tech, c'est le petit nom de French Tech. Hein. Ah oui, la tech. French Tech. C'est la station F de Xavier Niel, par exemple. Voilà, c'est là où on fabrique le futur. Les génies de demain. Oui. C'est ça, les génies de demain, les codeurs, en fait. Et elle me dit qu'elle a du mal, par exemple, à être au clair en même temps avec ses principes woke, parce qu'elle est un peu woke, et avec sa boss, qui est une lesbienne, mais pas du tout lol. C'est-à-dire que c'est une cis-lesbienne. Elle est vraiment très très stricte sur son obédience, et donc toutes les deux, elles se clashent forcément. Ah oui, c'est entendu. Ouais, bien sûr. Voilà. Et puis elle me dit qu'elle est ravie de discuter. Et en fait, dites-moi, votre nièce, même si vous avez résumé les trucs, mais elle parle vraiment comme ça ? Je veux dire, oui, j'ai condensé, exactement. Oui, sûr, j'ai condensé, mais c'est vraiment, pour moi, ça, une espèce de remise à niveau du français tel qu'on le parle dans la, disons, une ou deux générations avant la mienne, en fait. Je crois que c'est les X, les Y et... Oui, c'est pas les Z encore. Non, c'est ça. Et alors la dernière chose que j'ai appris, c'est que ils sont donc dans l'entreprise où elle travaille, ils sont en train de triturer nos données parce que en fait, il faut savoir que sur Facebook, il y aura bientôt plus de morts que de vivants. En fait. Ah oui, ça vieillit. Ça vieillit. Facebook, et les gens, figurez-vous, avant de se déconnecter définitivement, ne prennent pas la précaution d'enlever leurs données. Donc il y a des données de personnes mortes sur tous les réseaux sociaux, des photos, des voix, etc. Le cimetière des réseaux sociaux. C'est ça, un grand cimetière sous la thune, parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire. Et donc, en fait, elle s'occupe de ça. Et l'idée, ce serait, et d'ailleurs ça existe, de créer des robots conversationnels qui permettraient de parler avec son papy décédé. C'est un peu flippant. Mais c'est un business de folie, ça. Mais absolument. C'est un marché du temps du Dieu, oui. Exactement. Vous avez perdu votre grand-mère, et bien la voilà. Voilà. Ouais. Donc on pourrait même imaginer, d'ailleurs il paraît que la police scientifique se penche sur le sujet, récupérer les traces numériques laissées par une victime de manière à l'interviewer post-mortem. Donc Ghislaine Marchal, qui a fait le coup, c'est le colonel dans le salon avec le chandelier. Vous pouvez libérer Omar. Voilà, c'est ça. Donc on peut imaginer tout ce genre de choses. C'est pour ça que c'est très stimulant en fait
de déjeuner avec ma nièce, qui est à fond dans son époque, qui se fait payer en crypto-monnaie, qui est vraiment dans toutes ces choses. Ah oui, elle prend tout là. Oui, elle est sans filtre. Voilà une autre expression, bien entendu. Et alors, parmi les gens que vous connaissez ou que vous côtoyez, les survivalistes ou les collapsologues, ou se recrutent moitié-moitié, grosso modo Non, il y a quand même une grosse majorité de collapsologues un peu mous, sympatoches, etc. Ouais. Les survivalistes, c'est un club plus fermé. Il faut dire que c'est exigeant quand même. Il faut être en bonne condition physique. Mais d'ailleurs, ça m'intéresserait si parmi vos auditeurs, il y a des gens des deux écoles. Écoutez, on va les avoir dans quelques minutes et on va leur poser la question. J'aurais plein de détails. Oui. C'est vrai, ce serait bien parce que. Et en fait, ce que vous avez fait, c'est une espèce de caractère de la bruyère du monde d'après. Hein. C'est les caractères. Merci beaucoup. Non, mais j'aime bien vous flatter, c'est bien. Ça fait partie du monde d'après. On va sortir Juvénal. Voilà. C'est gentil, mais écoutez, oui, je sais pas, il y a beaucoup de portraits, c'est vrai. Il y a notamment, je décris un déjeuner à la campagne qu'il a aussi, dans notre campagne. Ouais. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas encore franchi le pas, donc qui se tâtent, qui quittent bien. Il y a encore des gens qui sont à l'arrière. Oui, qui très bien la Babylone pour faire comme nous, et donc ils viennent en repérage. Et donc ça donne des scènes vraiment rigolotes pour nous parce qu'on les voit débarquer. Alors quand ils commencent à nous dire que ils sont en burn-out et qu'ils ont besoin de toucher du concret, etc., on leur fait ramasser les feuilles et biner le jardin. Vous les faites travailler un peu, quoi. Voilà, ça. Et donc leur bullshit job, du coup, qui n'avait pas de sens. Là, finalement, ils s'incarnent. Et une fois qu'ils ont des ampoules, ils dorment beaucoup mieux. Donc, il y a ces gens-là qui viennent chez nous. Et ça, c'est authentique. On a des gens qui viennent se reposer. Parce que vu que le foncier atypique ne vaut rien, là où on a une maison assez grande, plus ou moins bien chauffée. Mais donc, on a des chambres. Voilà, on accueille des gens en rupture et ils sont très différents. Ils sont, oui. Alors, c'est tous azimuts. La dernière qu'on a eue, c'était une happy manageuse. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est les manageuses contentes. Non, c'est des gens, à qui on demande de créer une ambiance de travail propice à l'épanouissement. D'accord. Donc vous n'en avez pas Sud Radio. J'en ai happy manageuse, mais je vais demander au directeur des ressources humaines. Réclamer une happy manageuse. Enfin bref, elle aura. C'est en fait concrètement en plus de son boulot, on lui a collé de s'occuper de la cafetière et de remplacer les bourrages papier dans les imprimantes. On appelle ça une happy manageuse. Donc elle craque évidemment, puisqu'on lui a élargi les compétences sans anesthésie et sans augmentation. Et donc la dernière qu'on a eue, elle était là et elle s'est reposée et elle a découvert le monde d'après, comme vous dites. Voilà, donc on reçoit ces gens-là, par exemple. Formidable. Mais écoutez, on va accueillir nos auditeurs. Sont-ils survivalistes, collapsologues, monde d'avant, monde d'après? Je crois qu'ils sont comme nous, hein. Et on va en parler avec eux. On va demander ça à Philippe de Caen. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour André. Bonjour Monsieur Pascal Fioretto. Bonjour. C'est français réfractaire. Bon, ok. Très intéressant. Je pense qu'on cible, Monsieur Fioretto, je pense que vous ciblez davantage les classes supérieures. Mais moi, je voudrais vous parler de quelque chose qu'on a tous vécu, mais nous avons déjà vécu et subi un début d'apocalypse. C'est le Covid et son emprisonnement personnel. Je vous rappellerai quelque chose, André, comme M. Fioretto. Panique des bons citoyens pour vider les rayons alimentaires. Plus de papier. Alors moi, je vais être précis et je vais être particulièrement pratique. Plus de papier toilette, plus de pâtes, plus de riz, plus de moutarde, égale, à la fin, bon, ça s'est calmé, mais tard, résultat des méga profits pour les multinationales alimentaires. On était dans les prémices d'une apocalypse. Oui, en tout cas, il y a eu en tout cas un horizon d'apocalypse bien entretenu et bien imposé, ça c'est vrai. Il y a eu une répétition générale. Il y a eu une répétition générale, voilà, absolument. Mais c'est vrai, juste un mot, c'est vrai, et d'ailleurs, c'est pas du tout une critique, mais en fait, votre monde, le monde que vous décrivez, Pascal Fioretto, c'est le monde des bobos. Des boubous, des bourgeois boueux, en fait, parce que... Des bourgeois boueux.
Des bourgeois boueux. Oui, parce qu'on passe l'hiver dans la boue. Non, mais c'est Ou des bourgeois bouseux ou des oui, bourgeois ou bouseux. Voilà, les bourgeois bouseux. Ouais, j'adopte, si vous le permettez. C'est vrai qu'en fait, mais je m'en moque. Hein. D'abord, je me mets dans le tas. Toujours. Je suis dans le même désarroi que tous mes contemporains. Je ne parle pas du haut d'une chaire. Donc je fais partie du truc. Effectivement, c'est quand même des états d'âme de boubou, enfin de bobo qui deviennent boubou, plus ou moins. Et mais ça n'empêche pas d'en rire. Et ensuite, je pense que ce que dit votre auditeur est juste, c'est-à-dire qu'il y a eu une répétition générale et on a vu qui s'en sortait le mieux. Eh bien, c'était les gens qui avaient une résidence secondaire à Biarritz et qui ont quitté ou à l'île de Ré, qui ont quitté la capitale en fait. Et tout le monde n'a pas le même. Ils avaient les moyens de respirer. Oui, ils avaient les moyens de respirer, voilà. Donc effectivement, je pense que c'est une remarque. Philippe, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, non, juste alors, un peu d'humour, hein, c'est la chanson de Michel Delpech. Hein. Est-ce que ça vous fait de marcher dans la boue? On dirait que ça gêne de marcher dans la boue. Ouais, exact. Voilà, et un grand merci pour vous, André. Merci à vous, merci à vous. Et c'est vrai que ce qui est très très intéressant, Pascal, parce que vous écrivez évidemment un monde qui est celui-là, on ne prétend pas du tout, et vous ne prétendez pas du tout que c'est toute la France qui est représentée dans ce que vous racontez. C'est une certaine bourgeoisie, mais ce qui est intéressant quand même, ce qui est intéressant à la fois quand même préoccupant, on peut dire, si on veut être un peu, c'est qu'il y a un conformisme quand même du vocabulaire, des conduites. On a l'impression que on leur a dit à tous ces braves gens, écoutez, c'est comme ça qu'il faut vivre, c'est comme ça qu'il faut se vêtir, c'est comme ça qu'il faut se comporter, c'est telle idéologie qu'on doit avoir. Vous savez, c'est l'étiquette de la cour du roi. Pozol ou Louis XIV, et ces gens-là, mais ils sont des moutons de panurge hallucinants quand même. Effectivement, je pense qu'il y a on baigne tous dans un fond de l'air qui est le même, et donc qui a une forte volonté de standardiser les réactions, les comportements, les façons de penser, et donc ces réactions de fuite des grandes villes, par exemple, ça a l'air très atypique. En fait, c'est conformiste. Donc, en fait, il n'y a pas. Je trouve pas que l'imminence de l'apocalypse dont on parle tant et cette éco-anxiété qui vient de rentrer dans le dictionnaire aussi. D'ailleurs, je signale au passage. L'éco-anxiété. Oui, l'éco-anxiété. Ouais. C'est authentique, hein, ça vient de rentrer dans le dictionnaire. Comme l'écosystème. Voilà. On parle pas tout, il n'y a plus que des écosystèmes. Il y a des écosystèmes systémiques. Systémiques. Enfin, en tout cas, ce monde anxiogène dans lequel on baigne, il génère des comportements qui, pour l'instant, sont finalement assez standards et assez conformistes. Pas vu émerger de véritables... Mais dans justement, parce que vous parlez de cela, il y a d'ailleurs, quand je dis un chapitre, des chapitres, alors ça c'est très intéressant, Hervé Le Tellier, je ne sais pas qui est Hervé Le Tellier. Ah, c'est le prix Goncourt 2020 pour l'Anomalie. Ah ben vous voyez, je ne l'ai pas lu. Alors est-ce que c'est une vraie... C'est une vraie... C'est une vraie citation. Oui. Je pense que la majorité des gens est bien plus con que la moyenne. On en a parlé. Est-ce que c'est pas l'explication, Dr Holmes? Est-ce que c'est élémentaire, mon cher Watson? Moi, je veux bien, mais je me mets dedans. Si, voilà, c'est la seule précaution oratoire que je prendrais. Non, mais vous savez, j'organise des déjeuners de cons de temps en temps, donc je vais vous laisser ma carte. Tous le con de quelqu'un, de toute façon. Oui. On se retrouve juste après cette petite pause. À tout de suite. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Vous avez la parole sur Sud Radio. 0826 300 300. À tout de suite. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, dans tous mes états, je vous assure, je vais vous le lire, parce que il y a vraiment des passages du livre, et tout le livre, je vous dis, je vous le recommande vraiment, mais il y a des passages qui sont vraiment assez succulents, et vous parlez, par exemple, voilà, je vais vous le lire, c'est pas très long, mais ça vaut le coup de l'écouter, et vous commenterez ensuite vos propres écrits, évidemment. Un peu plus loin, en lieu et place de l'agence Société Générale Tristounette, s'est installé un établissement qui ressemble à un bar yaourt des années 2010. Intrigué, je me suis mêlé à la ville d'attente
entouré de filles à mèches face au manga et de garçons genre groupe de K-pop. Autour de moi, la plupart des conversations portaient sur la composition du bubble tea qu'on s'apprêtait à commenter. Derrière son comptoir, une vendeuse a élevé la voix pour annoncer que les mochis au matcha étaient épuisés. Profitant du début d'insurrection qui a suivi, je me suis efforcé de traduire la carte avant que ce soit mon tour. Quelques minutes plus tard, j'étais attablé sur un coin de fesses à un coin de table, sous un coin de haut-parleur devant un liquide marron et chaud, baptisé Armageddon, au fond duquel trempaient des boulettes translucides bariolées comme les ongles de ma voisine. Je devais sembler aussi désemparé qu'un ange de la télé-réalité tombant par hasard sur un cours du Collège de France, car la jeune fille m'adressa un sourire bienveillant et m'expliqua que j'étais en train de boire un thé du dragon augmenté de sucre brun. Et voilà, super. Alors c'était hyper healthy pour la santé, car chaque groupe de gorgées de thé matcha contient autant d'antioxydants qu'une cuillerée à soupe de crème Nivea. Alors ça, c'est vrai que ça résume quand même pas mal. C'est-à-dire, il y a une telle obsession, effectivement, de savoir, on doit manger ça, boire ça, etc., etc. C'est ça. Et en fait, c'est assez récent, puisque cette scène-là, elle se passe quand je reviens à Paris, parce que ça m'arrive, comme aujourd'hui, de revenir à la capitale. Ouais. Et là, l'autre jour, un jour, je suis retourné dans mon quartier. Ça, c'est rue du Poteau, que ça se passe, dans le 18e arrondissement, côté de la mairie du 18e. Oui. Et là, pareil, l'apocalypse a déjà commencé, c'est-à-dire que les vendeurs de marrons et le brave boucher qui faisait sa choucroute de la mer le vendredi, enfin tout ça a disparu. Et là, maintenant, il y a une boutique de bubble tea. Comme je suis un peu plouc, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai quand même voulu tester. C'est comme ça que je me suis retrouvé à côté de cette jeune fille charmante qui m'a expliqué de quoi il retournait. Et en fait, il se passe ça en ce moment dans nos villes. Il y a cette espèce de grand remplacement de boutiques par des... remplacement des mots, remplacement des produits. Oui, c'est ça, exactement, de la langue, des produits, des goûts. Et honnêtement, Pascal Fioretto, maintenant, au-delà de votre écrit, ça vous désole, ça vous déstabilise, vous vous en foutez ou quoi? Franchement. Moi, je pense que, comme beaucoup de gens qui essaient de faire de l'humour, je suis un peu pessimiste, un peu désespéré, quoi. Donc, j'ai un regard assez désespéré sur tout ça. Vous savez ce que disait Chris Marker? L'humour, c'est la politesse du désespoir. Pour une fois qu'on l'attribue à la bonne personne, parce qu'en général, on attribue ça à des proches ou à d'autres gens. Mais voilà, c'est bien sûr. Absolument. Voilà, essayons d'être poli dans notre désespoir, quoi. Mais effectivement, quand je revois mon quartier, alors on va dire c'est de la nostalgie, etc. Mais je pense qu'il y a quand même eu, il s'est quand même passé quelque chose. Peut-être comme disait votre auditeur pendant les années Covid, je sais pas, ça a peut-être été un accélérateur de quelque chose, mais il y a quand même une lame de fond. Peut-être qu'on a tous intégré cette éco-anxiété là qui vient d'entrer dans le dictionnaire. Ouais. Et que on l'a intériorisé. Oui, on l'a intériorisé. On attend une fin générale. Enfin, je sais pas vous, mais les jeunes gens, comme par exemple ma nièce, qui me dit qu'ils veulent pas d'enfants parce que. Oui, c'est ça. Vous en parlez d'ailleurs. Alors, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous dit qu'il y a eu? Pourquoi? Parce que ce monde est fichu, donc on veut pas parce que c'est ça. On a intégré ça, quoi. Est-ce que vraiment, vous avez beaucoup de gens, parce que je reviens à ça, parce que vous en parlez beaucoup dans votre livre, beaucoup de gens ont intégré, disent oui, de toute façon, ce monde il est fichu, c'est fini, etc. En fait, c'est un peu ce que vous disiez, je pense, c'est-à-dire qu'il y a le fond, le bain de l'époque, c'est quand même ça. Ouais. Il y a cette espèce, et on s'en sert, et c'est instrumentalisé en fait, cette éco-anxiété, elle est instrumentalisée et pour rendre les sociétés de plus en plus, on nous dit intelligentes. Intelligentes ou dociles. Oui, ou dociles, voilà, mais qui est probablement l'autre versant, parce que en fait, on parlait de ça aussi tout à l'heure, vous avez remarqué que l'intelligence c'est quand même la valeur suprême actuellement, et que si votre gamin fait le bordel en classe, c'est parce qu'il est HPI, c'est pas parce qu'il est mal poli. Il est surdoué, forcément. Et quand il aura raté le bac, c'est parce que le système éducatif est bien entendu pas adapté à son intelligence supérieure. Donc l'intelligence, la smartitude est devenue une valeur canonique. Et d'ailleurs, votre cafetière est probablement intelligente, votre téléphone, on sait tous, ils sont smart. Et donc il y a cette espèce d'idéologie sociétale qui fait que on va tous crever. Il faut s'en remettre à la technologie, toujours à la technologie pour s'en sortir. Enfin,
je pense qu'on baigne tous là-dedans. Moi, j'arrive pas à m'en foutre. Je trouve ça un peu désespérant, un peu triste en fait. Ouais, mais et je pense que la dernière utopie, c'est peut-être celle-là. Hein. C'est peut-être faire un jardin, s'occuper prendre soin de son jardin, pourquoi pas. Comme un certain Candide chez Voltaire. Bah oui, par exemple. C'est ça. Mais lui, Il faut cultiver son jardin. c'est ça. Mais alors lui, il en a vécu des choses avant d'arriver à cette conclusion. C'est sûr. Mais au fond, on se demande si ce monde, c'est pas le monde qu'on a toujours vécu. Il y a des périodes où effectivement on se dit c'est foutu. On va essayer de s'occuper de nous, et puis d'autres qui disent non, c'est pas foutu, on va soit résister, soit se bagarrer. Mais vous avez choisi en tout cas le parti d'en rire, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il y en a qui choisissent le parti d'en jouir. Moi, c'est le parti d'en rire qui a été. Bah, je pense que c'est une façon de s'en sortir un peu, enfin d'être un peu moins dupe peut-être. Mais moi, les gens qui rient de ce que je raconte là, ça crée une connivence et je pense qu'on est assez nombreux à être à la fois dans le désarroi et à essayer de pas être trop dupe. Je crois qu'il y a Sandrine qui nous appelle. Oui, Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci André, merci à votre invité que j'apprécie beaucoup. J'ai apprécié, je me suis régalée d'écouter là. Merci. Juste pour vous dire que moi je suis agricultrice, je suis pas une ex-retraitée. Je fais partie des personnes, alors justement, tous ces grands qui veulent prétendre que la fin du monde va arriver, non. La fin du monde n'est pas prête à arriver. On est souvent à la campagne. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, on devient de plus en plus, on va faire un bloc contre ces gens-là. Parce qu'en fait, c'est ceux qui sont déséquilibrent, je dirais, qui déséquilibrent complètement, je veux dire, la société française. Voilà. D'accord, Sandrine. Non, mais en tout cas, c'est très intéressant de voir effectivement le nombre de gens. Et moi, dans Pascal Fioretto, il le dit avec beaucoup d'humour, les gens qui effectivement ont choisi de s'en aller. Oui. D'une manière ou d'une autre, mais qui gardent tous les attributs d'une société confortable. C'est ça. C'est ça. Ils sont dans leur TGV du mardi, parce qu'en général les réunions c'est le mardi, donc dans lesquelles il faut qu'il y ait du Wi-Fi, etc. Donc il y a une nouvelle catégorie de gens, et je comprends très bien que des gens qui ont choisi ça, qui ont choisi cette vie ou pas d'ailleurs, enfin qui sont nés dans les terroirs, voit débarquer ces gens avec un peu de scepticisme. Vous savez, je suis snob de Boris Vian, et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior. Merci Pascal Fioretto, vraiment, lisez-le. Vous allez passer en tout cas un très bon moment, petit abécédaire de l'Apocalypse heureuse chez Hérodios. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter et à nous appeler. Et merci beaucoup à Pascal Fioretto pour son livre Le petit abécédaire de l'Apocalypse heureuse aux éditions Hérodios. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaie. À tout de suite sur Sud Radio.